Yo les bros, c'est Godji et nous nous retrouvons aujourd'hui, et comme tous les dimanches, pour une nouvelle review du chapitre de One Piece. C'est le 1033 qui sera à l'honneur cette fois-ci, un chapitre quasiment entièrement dédié à Zoro et King et dont le combat prend une ampleur très particulière. Après que Sanji ait révélé de nouveaux éléments sur sa véritable nature et son origine dans son combat contre Queen, c'est Zoro qui dévoilera une partie de son passé et de celui de ses sabres face à King. L'équipage au 100 bêtes semble alors nous renvoyer aux origines des Mugiwara et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Si ça a été le cas avec Zoro et Sanji contre leurs adversaires respectifs, préparons-nous car le combat de Luffy contre Kaido risque de dévoiler une facette encore inconnue de notre futur roi des pirates. Je vous prépare donc une review aux petits oignons, alors explosez les likes, abonnez-vous, n'hésitez pas car c'est le meilleur moyen de m'aider en 2 clics gratuitement. Nous allons commencer, avant tout je tiens à vous informer que pour vous remercier, on vous fait gagner les tomes 99, 100 et 101 de One Piece en japonais avec Japan Deal World pour compléter votre collection, alors foncez sur Twitter sans plus attendre. Cette vidéo comportera également un court placement de produit, merci infiniment de votre compréhension et retrouvons-nous tout juste après pour le début de cette review. Vous connaissez maintenant bien le système des VPN qui ont explosé ces dernières années sur internet. Ces petits logiciels pas bien lourds ni compliqués d'utilisation vous offrent une protection supplémentaire et avancée face aux dangers rôdant autour de notre petit cocon virtuel. Pourtant il est très dur de distinguer le meilleur, le plus fiable ou même le moins cher parmi ce large éventail de choix. C'est pourquoi je vous présente aujourd'hui et à nouveau Surfshark, un VPN simple et rapide d'utilisation aux fonctionnalités multiples et pouvant fonctionner sur un nombre illimité d'appareils. Grâce à ce logiciel, votre présence sur internet sera des plus discrètes, masquant vos données personnelles, les sécurisant et préservant leur nature confidentielle. D'ailleurs approuvé par Dragon et les révolutionnaires pour rester anonymes même lorsqu'ils sont traqués par le gouvernement mondial. C'est pas un gage de qualité ça? Cela lui permet également d'accéder aux principaux catalogues des sites de streaming de Grand Line ou de la Lune. Et oui, l'un des nombreux intérêts de Surfshark est que d'un simple clic, vous pouvez changer de localisation internet pour accéder à du contenu bloqué dans votre pays, comme de nouvelles séries et animes sur le Netflix anglais ou japonais. Que ce soit sur votre PC, votre Mac, votre téléphone ou même votre grille-pain, chaque plateforme informatique peut être protégée par Surfshark. Vous avez une assistance clientèle 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 en cas de problème, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors n'hésitez plus et bénéficiez grâce à mon code promo Godji de 83% de réduction et 4 mois gratuits sur Surfshark VPN. Allez, bonne vidéo. Cette review va commencer par la partie de Sanji et Queen, pas de combat à l'horizon entre eux mais plutôt de la discussion. Grâce à Queen, qui est finalement le seul à nous en parler, nous en apprenons encore un peu plus sur King et la fameuse tribu Lunaria dont il provient. C'est au compte-gouttes que cette histoire nous est dévoilée et plus de 10 chapitres après la première mention des Lunaria dans l'histoire, des nouveautés nous sont encore révélées. Nous apprendrons en effet que King est bel et bien un survivant de la tribu de Lunaria et que dans les temps anciens, les membres de cette tribu se faisaient appeler dieux. King, en tant que descendant direct, est considéré d'après Queen comme un monstre capable de survivre dans toutes les conditions de la nature, faisant de lui et sa tribu une race monstrueuse à qui ce nom divin collait parfaitement. Sanji s'étonne alors qu'une telle race ait pu se retrouver exterminée, comme nous tous j'imagine. Nous avons donc un nouvel élément à rajouter aux Lunaria. De ce que nous savons jusqu'à présent, ils étaient autrefois une tribu vivant au sommet de Red Line, apparemment à la place de Marie-Joise qui se nommait le pays des dieux. Les Lunaria semblent avoir disparu puisque King en est le seul descendant d'après les mots de Queen et de Big Mom. Ce sont les seules informations fiables que nous avons, le reste appartient donc à la théorie. Et justement en parlant de théorie, je vais revenir sur ma théorie principale autour des Lunarians qui ne cesse de s'étoffer à chaque découverte que nous pouvons faire sur cette ancienne tribu. Lorsque les origines de King ont été mentionnées pour la première fois, je vous disais que si cette tribu vivait sur Red Line, alors c'était probablement au même endroit où se trouve actuellement Marie-Joise et que les dragons célestes seraient ceux ayant exterminé cette race. C'est ce qui a été plus ou moins confirmé le chapitre suivant puisque Marco a largement sous-entendu que la tribu de Lunaria vivait à l'endroit où se trouve la demeure royale des Tenryubito. Dans ce même chapitre, cette terre sujet à tant de convoitises sera nommée le pays des dieux. Cette nouvelle mention m'a alors permis d'étoffer ma première théorie en dévoilant le lien entre la tribu Lunaria et les êtres célestes vus sur les fresques de Bilka dans les mini-aventures d'Ener. C'était quelques petits éléments de ma première théorie dévoilée le 27 août pour le chapitre 1023. Aujourd'hui avec le chapitre 1033, cette théorie me semble avoir pris encore plus d'intérêt pour une très simple raison, la capacité de survivre dans toutes les conditions de la nature. Si les Lunaria sont comme je vous l'expliquais les descendants directs des êtres célestes, alors ils pourraient survivre dans l'espace et notamment sur la Lune, sans oxygène et à des températures extrêmes. Si ça a été possible pour Ener, c'est sans doute grâce à son Logia faisant de lui un être invincible,
et insensible à tout changement de température. Cela se confirme de plus en plus, King serait alors un descendant direct de la tribu, étant peut-être même à l'origine de la Terre ou du moins de la civilisation. Les Lunaria auraient vécu au sommet de Redline et les gens auraient appelé cette terre le pays de Dieu car ce sont justement des dieux qui y habitaient. Rempli d'ego et de jalousie, le gouvernement mondial, notamment les dragons célestes, aurait exterminé cette tribu pour prendre leur rôle et leur titre de dieu à la place. Ce qui expliquerait davantage l'apparence d'astronautes des dragons célestes, comme s'ils voulaient imiter ces êtres venus de la lune, des dieux pouvant survivre quel que soit l'endroit. La seule puissance qui pourrait justifier une extermination de cette race serait donc celle des armes antiques, et elle aurait été utilisée par ceux qui allaient former le gouvernement mondial pour prendre la place de ces êtres divins, tuant la grande majorité d'entre eux. De toute façon, les Lunarians vont finir par révéler l'intégralité de leur histoire dans très peu de temps, surtout si King lui-même commence à parler de ses origines dans son combat contre Zoro. Passons justement au cœur de ce combat. Zoro, l'homme n'ayant jamais cru ni prié en Dieu, se retrouve face à celui qui semble pourtant être l'un de leurs descendants. Encore une drôle de coïncidence par Oda. Ce chapitre nous aura plongé encore un peu plus dans les origines de Zoro, dans son passé et son histoire lointaine remontant à son enfance au dojo Shimotsuki. Tout commence par la découverte du point faible de King. En effet, Zoro découvre que le ventre de la calamité serait le bon endroit d'après ce dernier pour lui infliger des dégâts qui pourraient très sérieusement le blesser. Rappelez-vous, dans le dernier chapitre, il cherchait justement le point faible de son adversaire et pensait que découvrir l'espèce dont il provenait pourrait l'aider à mener à terme son combat. Pour l'instant, nous ne savons pas si les Lunaria ont vraiment un point faible, si basique, mais il semblerait que ce soit le cas en juger la réaction de King, bien qu'il n'ait pas été atteint par l'attaque de Zoro. Le combat continue et c'est au tour d'une technique légendaire de Zoro de réapparaître, le Itoryugai Shish Sonson. Encore une fois, bien que King ait subi de plein fouet une telle attaque, aucune blessure n'est à déplorer. Le mystère de sa robustesse et de son invincibilité reste entier. Pour parer la prochaine attaque de King, Zoro s'arme de Enma qui continue à faire des siennes et à drainer frénétiquement le haki de son nouveau propriétaire. La lame d'Oden est incontrôlable depuis le dernier chapitre et déstabilise Zoro dans son combat. King profite de cet avantage et l'attaque avec une telle puissance qu'une partie d'Onigashima est détruite. Les lames de Zoro s'apprêtent à tomber dans le vide quand un flashback apparaît, montrant toutes les fois où Zoro a mis la main sur un de ses katanas qui font tant sa fierté aujourd'hui. Le Sandai Kitetsu, la troisième et plus faible des lames maudites, a été acquise sur Lockdown dans l'armurerie d'Ipponmatsu. C'est le premier contact qu'aura eu Zoro avec une lame maudite, une lame qui, d'après Ipponmatsu, aurait déjà fait couler le sang de plusieurs de ses possesseurs. L'énergie lugubre émanant d'elle a ajouté une dimension très particulière et mystique à Zoro qui était déjà considéré comme un démon. Vint ensuite le Wado Ishimonji, le katana qu'il aura hérité de Kuina. Si le chapeau de paille est le trésor de Luffy, alors le Wado Ishimonji est celui de Zoro. C'est cette lame qui le conduira en l'honneur de Kuina au titre de plus grand épéiste du monde, un titre qui résonnera jusqu'au paradis. Le destin de ce katana sera des plus singuliers puisque c'est sur Wano Kuni que Zoro retrouvera sa lame jumelle ayant appartenu à Kozuki Oden, la démoniaque Enma. C'est ici que le chapitre prend une toute autre tournure puisque nous allons nous focaliser sur l'homme ayant forgé ces deux lames d'exception, Shimotsuki Kozaburo. En effet, depuis que nous sommes entrés en plein cœur de l'arc de Wano Kuni, l'origine de certains sabres et surtout du village de Zoro se dévoilait de plus en plus, notamment grâce à la mention d'un certain Kozaburo. Dans le SBS 96, Oda nous révèle une partie de l'histoire de cet ancien samouraï qui aurait quitté Wano Kuni il y a de cela 55 ans. Lui et plusieurs samouraïs auraient quitté ce pays et navigué jusqu'à atteindre une certaine île sur East Blue. Après avoir sauvé les citoyens de cette île, les samouraïs de Wano Kuni leur auraient appris l'art du sabre tout en fondant ce qu'allait devenir le village Shimotsuki. Plus tard, Kozaburo deviendra le père de Kochiro et le grand-père d'une certaine Kuina. Tout ça, nous le connaissons bien. Mais aujourd'hui, c'est carrément l'apparence de Kozaburo qui nous a été révélée dans ce chapitre avec un flashback de Zoro, enfant, s'entraînant pour défaire sa meilleure amie. La première chose qui frappe en voyant son apparence, c'est à quel point il ressemble au portrait humain du Wado Ishimonji qu'Oda avait déjà dévoilé dans le SBS 92. Un clin d'œil évident laissant suggérer que chaque portrait humain qu'il a pu dresser des katanas de One Piece serait en réalité l'apparence de leur forgeron. Pour résumer, il apprendra le mot Sunachi à Zoro qui lui-même l'apprendra à Momonosuke plus tard. Il lui donnera deux véritables épées d'entraînement qu'il aura forgées et qui seront donc celles que Zoro utilisera dans son dernier combat contre Kuina, des épées de piètre qualité si on doit l'écouter, les ravages du temps l'empêchant de forger comme autrefois. C'est ici que ça devient plus intéressant puisque Kozaburo parle de l'âme des sabres. Chaque épée a sa propre personnalité et c'est à son propriétaire de la maîtriser. C'est effectivement ce que nous avons pu voir à de multiples reprises, que ce soit le Sandai Kitetsu qui a choisi Zoro, le Shusui qu'il a également reconnu comme son maître après son combat contre Ryuma, ou plus récemment Enma le mettant à rude épreuve et devant encore être maîtrisé. Une âme réside bel et bien dans chacune de ces lames de renommée, également appelées Meito, les plus puissants sabres du monde qui sont toujours à la recherche d'épéistes capables de les contrôler.
dévoilés. Si nous en avions déjà la certitude depuis un moment, ce sont les sabres maudits qui sont désormais au devant de la scène. D'après les mots de Kozaburo, les sabres ne seraient en réalité pas maudits. Non, c'est la peur des plus faibles à l'égard des plus grandes lames qui leur donne cette impression de malédiction, tout simplement car elles réalisent leur devoir à la perfection, leur devoir qui est celui de tuer et de prendre des vies. La malédiction des sabres m'a toujours passionné dans One Piece et je crois que c'est d'ailleurs l'un de mes sujets préférés de théorie, alors d'entendre les mots d'un des plus grands forgerons au sujet de celle-ci me fait absolument froid dans le dos. Pour autant, je pense qu'on n'a pas la même définition de malédiction. Zoro est un monstre loin de la qualification de faiblesse, pourtant il a ressenti la malédiction du Kitetsu, et ce, à plusieurs reprises. Les lames maudites le sont réellement par leur personnalité sanguinaire, leur soif de sang. Cet aspect démoniaque qu'elles ont est largement justifié et elles sont bel et bien une entité à part entière. Ce qui est alors étonnant, c'est que nous n'avons pas encore eu la véritable personnalité du Wado Ichimonji. Cette lame sacrée que Zoro gardera sans doute jusqu'à la fin, jumelle d'Enma, n'a pas démontré de caractère aussi puissant et perturbé que la lame des enfers. L'idée est alors qu'à un moment de son combat contre King, ou même lorsqu'il deviendra le plus puissant épéiste au monde, le Wado Ichimonji dévoilera sa vraie nature. Une personnalité qui résonnera peut-être d'une façon plus saine avec Zoro puisqu'elle serait liée à l'esprit de Kuina. L'âme du Wado Ichimonji ne serait alors pas sanguinaire ou uniquement pour tuer comme le disait Kozaburo, mais plutôt pour symboliser le rêve de Zoro d'atteindre les plus hautes sphères des épéistes et de les dominer en tant que roi. Kozaburo est aujourd'hui mort, mais l'héritage des lames qu'il a laissé perdurera pendant bien des siècles et résonnera jusqu'aux confins du paradis. Après ce flashback, et après avoir pris conscience de qui était Kozaburo et quel était son rapport avec les plus puissantes lames du monde, Zoro réalise enfin l'ampleur du destin d'Enma. Il est temps pour lui de relever le défi que lui lance cette épée ayant appartenu à Oden. C'est à ce moment-là que toute la force d'Oden se fait ressentir. Malgré la nature capricieuse d'Enma, toujours prête à drainer et voler le haki de son propriétaire, le seigneur des Kozuki lui était capable de combattre naturellement, ne faisant qu'un avec ses sabres. Zoro comprend alors qu'il doit donner à la lame ce qu'elle demande, son haki. C'est en laissant le flux de son haki se déverser que les sbires de Kaido proches de lui s'écroulent au sol. À ce moment-là, King comprend qu'il a face à lui quelqu'un avec l'ambition d'un roi. Zoro réalise quant à lui, après s'être rappelé de la promesse de devenir l'épéiste le plus fort du monde, que son ambition est digne d'un roi et tout ça pour son capitaine et sa meilleure amie. Le chapitre se clôt donc sur ces phrases. Nous avons à nouveau enfin une confirmation que Zoro possède le haki des rois. Alors que c'était déjà très clairement explicite dans le chapitre 1010, après les paroles de Kaido et les éclairs noirs caractérisant ce haki, c'est King cette fois-ci qui voit en lui un utilisateur du haki royal. Beaucoup en doutaient, maintenant il n'y a plus aucune raison de le faire car même les sbires autour de lui se sont évanouis, signe typique du haki des rois. Ce n'est alors plus du tout une surprise. Pourtant, un élément supplémentaire vient d'apparaître dans ce chapitre puisque les trois lames de Zoro sont recouvertes d'une étrange fumée ainsi que de ce qui semble être des éclairs noirs. Ce qui signifie qu'en plus d'avoir le haki des rois, Zoro est capable de l'enduire sur ses lames comme l'a appris à le faire Luffy dans son combat contre Kaido. Une maîtrise du haki que seuls très peu de personnes sont capables de faire, pourtant Zoro et Luffy ont réussi à franchir ce cap. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas si inconcevable que ça. Je vous l'ai expliqué à de multiples reprises, mais Zoro a toujours été le personnage le plus proche de la maîtrise du haki dans l'équipage. Malgré les dizaines d'exemples, le principal reste dans son combat contre Mr. One, où il fut capable d'utiliser le haki de l'observation ainsi qu'un début de haki de l'armement en nous coupant tout et rien à la fois, exactement comme les samouraïs de Wano Kuni et leur Ryuo. Il a désormais atteint un niveau absolument colossal qui lui permettra sans l'ombre d'un doute de vaincre King, mais ce dernier doit aussi posséder cette forme du haki. Rappelons qu'il est le roi de l'équipage au sang bête, il est parmi les plus puissants pirates du monde et descendant d'une race divine. Si Katakuri a le haki des rois, si Doflamingo a le haki des rois ou même si Boa Hancock a le haki des rois, alors King doit également l'avoir pour espérer affronter Zoro comme il se doit dans ce combat. Il va s'agir du premier combat de conquérant que Zoro va mener et nous allons découvrir une facette de lui qui n'a pas encore été révélée jusqu'à présent. Sans grande surprise, si Zoro possède le haki des rois en ayant l'ambition de devenir le plus grand épéiste du monde, ça confirme alors une fois pour toutes que Mihawk possède également cette forme royale. Une chose que j'ai déjà pu vous dire par le passé, mais qui a été contestée par beaucoup d'entre vous, estimant que Mihawk n'avait pas besoin de posséder un tel haki. Pourtant, si aujourd'hui Zoro le possède et qu'il doit vaincre l'actuel plus grand épéiste du monde, c'est que ce dernier doit sans l'ombre d'un doute avoir une telle puissance en lui. C'est un minimum pour l'homme ayant affronté à plusieurs reprises et à égalité l'empereur Shanks le Roux et son haki légendaire. Ce nouveau chapitre confirme plein de choses. Le fait de voir les origines de Zoro et Sanji se dévoiler un peu plus à chaque fois laisse penser que leur combat se terminera sûrement au même moment, mais qu'il ne se terminera pas avant d'avoir
d'avoir des réponses à certaines questions. Que ce soit la vérité sur les Lunaria avec King, le passé de Juge et des Mads avec Queen, l'histoire des lames et des Shimotsuki avec Zoro, ou l'éveil de la personnalité de Sanji, tous ces mystères ont été introduits que très récemment, nous ont tous passionnés et auront une réponse ou du moins en partie dans les prochains chapitres. Une fois ces étapes passées, le combat de Luffy contre Kaido pourra continuer. Dans la dernière review, je vous expliquais que Koda avait tendance à faire des parallèles avec certains chapitres, notamment les chapitres 931 et 932 avec les chapitres 1031 et 1032. Eh bien ça n'a pas continué puisqu'aucun parallèle n'est à déplorer dans ce chapitre 1033. Cependant ça peut revenir puisque dans les chapitres 934, Momonosuke utilise le Sunachi qu'il a appris de Zoro, et dans le chapitre 937, on parle de l'âme noire de Ryuma, mais surtout c'est le légendaire Rengoku Onigiri face à Killer qui clôturera ce chapitre. Alors admettons qu'Oda refasse des parallèles, il pourrait avoir lieu au chapitre 1037, ce chapitre qui signerait l'apparition des lames noires de Zoro. Mais pour ça malheureusement il va falloir patienter quelques semaines. Cette review touche désormais à sa fin les bros, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un chapitre vraiment très bon, un plaisir incontestable. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Discord ou même Instagram. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Alors portez-vous bien les bros, peace.